ces creux de subjectivité qui en eux-mêmes sont rien du tout, puisqu'ils peuvent se vider, ils peuvent s'anéantir. Dans la critique, dans la crise du sujet, ce n'est pas tellement la réflexion théorique pure, vous le savez fort bien, qui a été importante, c'est la pathologie du sujet. À partir du moment où on a constitué le sujet comme tel, on a cru, et c'est à l'époque d'Espirol, par exemple, c'est-à-dire au début, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, on a cru qu'il allait suffire d'une éducation philosophique, cartésienne, morale, pour guérir les fous, ce qui était complètement faux, parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond dans cette structuration du sujet, dans sa pathologie, dans les dissociations qui ont fait l'objet d'études multiples au XIXe siècle, et dont la Passade avait donné des exemples très intéressants, en particulier dans son étude des différents cas de dissociation adolescente. C'est apparu jusqu'à nous d'ailleurs, où cette dissociation du sujet, je est un autre, le fait que le sujet n'existe pas en lui-même, donc tout ça s'est fait du point de vue de l'extériorité, de la subjectivité ou de la subjectivation qu'il faut prendre comme une puissance, une force, et qui, encore une fois, se trouve dans le milieu, dès l'enfance, permanent dans l'existence d'ailleurs, et qui constitue en quelque sorte le sujet. Le sujet se constitue dans ce champ, mais ce n'est pas lui qui le constitue. L'erreur d'une interprétation phénoménologique malsonnante d'ailleurs, parce que progressivement ce n'est pas celle de Husserl, puisque comme l'a montré Merleau-Ponty, qui est assez proche de cela, Husserl s'est aperçu peut-être de l'erreur qu'il y avait à concevoir le sujet transcendantal comme étant constituant. C'est lui qui va se constituer dans un champ d'immanence qui est ce qu'il appelle le Lebenswelt, c'est-à-dire le monde de la vie, qui est quelque chose de différent, de tout à fait différent de ce qu'est le vécu qui est en quelque sorte la phénoménalité, le phénomène transparent et affleurant et de cette vie, mais qui trouve ses racines très profondes dans ce qu'est quelque chose d'autre et qui lui est source de subjectivité, ce sol du monde, cette chair du monde, comme dit Merleau-Ponty, en utilisant à un certain moment une expression husserlienne, mais qui n'a pas été utilisée beaucoup par celui-ci, mais enfin, qui a ensuite est devenu quelque chose de plus consistant dans la pensée de Merleau-Ponty, dans les notes qu'il a prises sur visible et invisible. Donc, je précise ça parce qu'il y a des questions qui avaient été posées hier, surtout sur les relations possibles entre la pensée deleuzienne et la phénoménologie. C'est par là qu'on le trouverait incontestablement, c'est-à-dire cette sorte de sortie, précisément, dans la phénoménologie elle-même, de sortie de la subjectivité hors du sujet, qui, dans d'autres cas, d'ailleurs, peut se trouver par d'autres voies, qui alors elles seront plus sensibles à ce que tu as mis au début, justement, en plaçant là la relation avec l'autre, chez Emmanuel Levinas, où il y a une priorité dans cette subjectivation, il y a une priorité de l'autre sur l'appartenance à soi. C'est-à-dire, là aussi, on voit bien que le sujet n'est pas dans le sujet, mais il est à l'extérieur. Il est dans l'extérieur, il est dans le monde humain, il est dans l'autre, il est saisi à travers la présence, par exemple, pour Lévinas, du visage de l'autre, etc. Donc on voit comment il y a quelque chose qui fait que cette concentration du sujet
de la subjectivité dans le sujet telle qu'elle est donnée à l'origine de la métaphysique moderne, se trouve corrodée, se trouve éclatée, transformée dans la pensée contemporaine, et par des voies, ce que je termine là, en ce qui concerne Félix et Deleuze, par des voies qui viennent plutôt justement de la pathologie. C'est la pathologie du sujet, c'est ça, plus que la théorie. Mais la réflexion théorique a pu aussi avoir son influence et jouer en dehors du domaine de la pathologie. Donc c'était peut-être ça pour clarifier qui permettrait de faire ressortir ce que l'on peut entendre par par cette extranéité, je ne sais pas comment on pourrait utiliser l'expression. Pour moi, l'énoncer ainsi pour moi, je dois le dire, est plus clair que dans l'énonciation que tu as adoptée, dans laquelle je n'ai pas été très à même de me repérer d'une façon très exacte. Mais parce que ce n'était pas tout à fait le domaine de la logique que j'aurais suivi. Je le dis puisque tu dis que tu traduis par là ma propre pensée. Mais si l'on veut traduire ma propre pensée, je pense qu'il vaut peut-être mieux la traduire à travers ce que je dis là, ce qui est plus clair. Maintenant, c'est peut-être pas plus clair pour moi. Mais ça, c'est pas la tienne. Bon, je vous laisse la parole alors. Je voudrais demander une précision de synthèse à subjectif, pré-subjectif, qui pourrait avoir dans le cosmos par rapport à cette subjectivité du dehors. Je voudrais que tu me fasses une précision sur ça. Du dehors, voilà. C'est ça, on peut dire. Oui. Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'on comprend mieux? Les termes sont difficiles à utiliser, si on ne peut pas se trouver immobilisé par une terminologie qui serait impérativement fixée. Mais c'est le sens que l'on applique. Si l'on dit par exemple subjectivité du dehors ou du milieu, on comprend bien à ce moment-là ce que ça veut dire. De définir la subjectivité est extrêmement difficile parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui est donné non pas dans une définition à partir de quelque chose d'autre, du dehors, mais dans une expérience spécifique. C'est ça. Donc c'est difficile à définir. Juste interrompre un instant parce que j'ai là une question de quelqu'un qui est trop timide à vraiment de la poser, qui vient de demander qu'est-ce qu'une subjectivité du dehors? Qu'est-ce qu'une subjectivité du dehors? Oui. C'est la question de notre... Oui. C'est ça. Yaochu. Qui se dit en chinois. Non. Qu'est-ce que c'est la subjectivité du dehors? Mais je viens de le dire, une subjectivité du dehors, c'est-à-dire que c'est ce qui est, par exemple, une subjectivité du dehors. J'ai donné l'exemple de la musique. Bon, la musique, la réception de la musique est auditive par l'oreille, et en même temps, l'oreille a deux aspects. C'est un organe de captation des ondes sonores, c'est une transformation des ondes sonores qui, pénétrant dans l'oreille, deviennent quelque chose qui est partie prenante de ma subjectivité. Or, cette subjectivité existe dans ce qui vient du dehors, c'est-à-dire la musique qui vient du dehors, de sorte que je reçois en quelque sorte le contenu de ma subjectivité, si l'on peut dire, du dedans, c'est-à-dire ce que je ressens qui vient du dehors. Et c'est transformé
selon les modes musicales, selon les impressions musicales. À l'heure actuelle, on est plus sensible exactement à des musiques telles qu'elles étaient en vogue il y a des dizaines d'années, bien qu'on soit sensible à des musiques qui soient non européennes, exotiques, etc. Donc il y a un champ également de la subjectivité qui est ouvert, tandis qu'à une certaine époque, mettons pour la musique et également pour l'art plastique, au XVIIe siècle, les musiques étrangères ou les arts plastiques étrangers étaient considérés comme n'appartenant pas au domaine artistique, donc ils n'appartenaient pas à une subjectivité esthétique du dehors, ils étaient inexistants. Ensuite, lorsqu'ils sont admis, ils deviennent partie prenante de la subjectivité, mais ils viennent du dehors. Là on ne peut pas. C'est difficile. Après avoir critiqué, j'ai critiqué les notions absolues de dedans et de dehors, en disant la subjectivité n'est pas du dedans, c'est-à-dire que le dedans, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a réversibilité entre dedans et dehors, de sorte que là aussi, on ne peut pas s'immobiliser dans une définition trop rigoureuse, trop stricte, trop exclusive des mots. Dedans et dehors sont, comme le disait Benjamin, et Hegel aussi d'ailleurs, en dehors de ceux auxquels on fait référence, sont la même chose. C'est-à-dire on passe de l'un à l'autre. Benjamin donnait l'exemple de l'enroulement de la paire chaussette, qui donne l'apparence d'être contenue à l'intérieur d'une petite sacoche, et qui en fait, c'est un effet d'enroulement. Cet effet d'enroulement fait qu'il n'y a ni dehors ni dedans, que tout est dehors et que tout est dedans lorsqu'on a des roulements. Donc on prend comme exemple, peut-être plus mathématique et assez banalisé à l'heure actuelle, mais qui est utilisé aussi par Deleuze, la fameuse bande de la surface de Mobius, qui est justement cette surface de Mobius qui n'a ni dedans ni dehors. On passe du dedans au dehors sans savoir quel est le dedans et le dehors. Alors tu ne peux pas la faire comme ça parce qu'il faut la découper. Si tu la découpes pas, mais c'est ça. Écris le mot Mobius pour que l'on puisse voir de qui il s'agit et le chercher à l'occasion si on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est ça, réversibilité du dedans et du dehors. Il faudrait, maintenant, alors, il est temps de conclure et de donner l'idée dans 15 jours. Qu'est-ce que nous serons dans 15 jours? Le 3 novembre. Comment? Le 3 novembre. Mais il y a des gens qui ne seront pas là parce qu'ils vont partir, il y a encore des vacances de novembre et ils vont partir en novembre. C'est à commencer par moi, je ne sais pas, mais je ne sais pas si je ne serais pas obligé de partir. C'est très ennuyeux ça. C'est ennuyeux si l'on donne 3 novembre, parce que le 3 novembre c'est le surlendemain du 1er novembre. Et le 1er novembre, c'est le moment en général où on met une semaine de novembre où on ne sait pas quoi faire. Si ce n'est pas des vacances de neige, c'est des vacances de piscine, des vacances de campagne, des vacances de jardin. Mais enfin, à ce moment-là, dès qu'on déclare les vacances pour les poupons, vous savez fort bien que tous les gens, qu'ils aient des familles, qu'ils n'en aient pas, foutent le camp en disant qu'ils vont en vacances. De toute façon, ça se comprend, puisqu'il y a une quantité de gens qui sont en chômage. Donc, oui, mais les vacances du secondaire, c'est maintenant. Comment? Les vacances du secondaire, c'est maintenant. Oui, mais jusqu'au 2. Ouais. Et après, ça Et vous, c'est pas mal, c'est la semaine des vacances. Ou alors le 10 novembre.
Le 10 novembre, on peut reporter au 10 novembre. Eh bien, reportons, ça ne fait rien, parce que là, comme je suis libre, je peux fort bien reporter au 10 novembre, quitte à faire également quelque chose. Je suis obligé d'en faire également le 17, parce que là, il est absolument obligatoire que je ne sois pas là. J'ai un colloque, un congrès, le 24. Alors donc, il faut faire deux. En novembre, le novembre, je vais être coincé. On va être serré, on va faire en novembre. Il faut déjà le marquer, le 10 novembre, le 17 novembre, le 24 va être pris, et alors il faut faire 24 et 7, ça fait 1er décembre. 1er décembre. On peut faire déjà les 3 trucs. On peut faire les 3 trucs, ça fait déjà pas mal. Ça fait. Alors sur la base, on ferait sur la base. Moi, je reprendrai, j'aurais voulu faire une analyse parce que ça n'a pas été faite, de la deuxième considération intempestive de Nietzsche. Mais. Comment vous avez dit quoi? Vous allez faire sur Nietzsche? Comment? Vous avez dit quoi là? Oui. Oui, vous allez faire sur Nietzsche? J'ai pas entendu. Nietzsche. Oui. Quelle intempestive? La deuxième. La deuxième intempestive. Sur l'histoire. Quel camp? Elle est connue. Oui, le camp. C'est bon. Quand vous allez faire ça? Je vais le faire. Ça m'intéresse. Je vais le faire par nécessité, parce que les programmes n'étant pas bien établis, je vais le faire par nécessité le 10 novembre. La seconde intempestive, le 10 novembre. Oh, Le 10 novembre. Et le 17, on ferait alors, parce que si l'on pouvait établir un programme, de toute façon, on aura suffisamment pour mettre, parce qu'il y a, qui c'est qui doit passer là-dedans? Paulette Kaiser m'a promis de faire quelque chose, mais enfin, on ne sait pas quand il pourra le faire. Franchement, quand tu vas. Et c'est ça. Faut trouver la note, c'est quand je travaille pas. Et oui, c'est ça. Il y a, qui c'est, Bruno Tessarèche m'avait promis de faire quelque chose. Thierry Briot, qui ne fait que m'accabler de mail en disant « Ah, je n'ai pas dit, c'est curieux d'ailleurs. » Il dit « Ah, je me trompe, ah, je me suis trompé, je croyais que c'était pas aujourd'hui. » Et il me fait, a posteriori, il ne fait qu'énoncer des confusions. Il fait « C'est étrange, c'est bizarre. » Il ne fait que s'excuser de cette mais il doit faire quelque chose. Nathalie va faire quelque chose. Maintenant, les rédacteurs de thèse sont au premier plan, amenés à donner état de leurs travaux conclusifs. Il y aura le 18 novembre, jusqu'à nouvel ordre, qui serait donc un vendredi, une thèse soutenue par Consuelo Pabot, que vous connaissez, et qui viendrait, parce qu'elle soutiendrait en définitive avec Doyer sa thèse sur la philosophie et son double. La philosophie est sans doute. Le philosophe et son double, ou la philosophie... Non, c'est la philosophie et son double. C'est-à-dire c'est quelque chose d'intéressant, de complexe, qui fait apparaître essentiellement les études sur